bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient avec nous en première partie de cette conférence Chantier de France. Nous accueillons 4 nouveaux loueurs représentant différentes géographies en France sur différents segments de clientèle. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Jessica Vincendo, est-ce que vous partagez l'optimisme relatif des loueurs nationaux tel qu'on l'a présenté ce matin? Oui, je dirais que globalement, l'activité est bonne et plutôt attractive. Nos clients ont un bon carnet de commandes, un bon niveau de carnet de commandes. On sent quand même, je dirais, jusqu'à cet été, une belle dynamique. Sur janvier, ça s'est quand même traduit par une reprise de la location assez rapidement. Donc potentiellement une nouvelle année de croissance. Oui, de croissance, ou du moins, on est déjà sur des années de belles années, donc au moins, sur quelque chose d'assez stable. D'accord, avec des investissements en matériel qui seront à la hauteur de ce qu'ils ont été dans les années passées. Ah oui, alors la société Véloc, c'est vrai que nous, on mise beaucoup sur l'investissement. C'est une des grandes forces de la société. On investit, pour vous donner une idée, entre 12 à 15 millions d'euros tous les ans, avec 34 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez colossal. Donc oui, nous, le niveau d'investissement est identique sur 2023. On envisage déjà 2024. D'accord, ça c'est un ratio exemplaire pour la profession. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai Et que... donc le mur de l'investissement, vous ne le voyez pas? Je ne le vois pas, puisqu'on a toujours investi, même dans des périodes plus difficiles, on a toujours misé sur l'investissement, sur la qualité du matériel et donc du service. D'accord. Benjamin, vous êtes sur une activité qui est un petit peu à la lisière de nos domaines. Vous êtes un petit peu moins concerné par la conjoncture métier. Comment vous appréhendez l'année 2023? Écoutez, moi je suis très optimiste. On sort d'une année assez euphorique en 2022. On a fait 20% de croissance chez Aprolis, 10% de croissance organique. Et les carnets de commandes sont pleins. Donc je lis comme tout le monde que ça va mal dans les journaux, mais pour l'instant on ne le voit pas. On ne le voit pas chez nos clients. On ne voit pas de baisse d'activité. Donc plutôt optimiste, Jean-Noël, sur l'année 2023. C'est une très bonne nouvelle, j'en accepte l'augure. Antoine, dans le sud-est, nous on a eu un trou d'air en novembre. Oui. Qui nous a, c'est comme c'est la période des budgets, ça nous a un peu calmé. Puis finalement, décembre a été bon, janvier est bien reparti. Et on continue sur des progressions qui sont liées plutôt à l'augmentation du parc et à la croissance des agences qu'à la croissance à périmètre constant. On prévoit cette année à périmètre constant équivalent. Oui. Par contre, une croissance sur les investissements qu'on fait en plus. D'accord. Philippe, dans votre région? Belle année 2022, toujours un peu de vigilance sur 2023, mais les indicateurs sont ouverts. Il faut constater que nos clients ont du travail, donc je pense que le chiffre d'affaires sera au rendez-vous pour 2023. On est toujours un petit peu dans l'attente parce que vous savez, on n'a pas forcément que des locations en longue durée, donc vous donnez le chiffre de demain, je ne peux pas vous le donner. On aura toujours des surprises, des belles surprises dans le futur, mais je pense que 2023, ça sera franchement une belle année, je pense. Avec quel secteur en particulier? Ouais, il y a des transitions un petit peu. Aujourd'hui, ce qui porte le marché, je pense, c'est les réseaux. Donc, on pense à la fibre optique, évidemment, mais aussi les réseaux d'eau potable, puisqu'il y a une vraie problématique avec des fuites importantes sur les réseaux d'eau potable. Donc, il y a des budgets, sachant que ces clients ont des moyens financiers. Et puis, il y a des reventes de produits derrière. On revend de l'eau, donc ils ont des matières à investissement. Donc, on accompagnera nos clients sur ces sujets-là. Mais ça peut être aussi sur l'assainissement, pour l'impact environnemental. Je pense que le réseau va se porter très très bien. La transition énergétique, évidemment, qui est consommateur notamment de nacelles ou de télescopiques. Donc on va voir une mutation de notre clientèle, même peut-être de nos clients actuels qui vont s'orienter vers d'autres métiers. En tous les cas, à nous de faire preuve d'agilité et de présence sur le terrain pour les accompagner à réaliser le meilleur chantier dans les meilleures conditions avec la même meilleure productivité, parce que si notre client s'enrichit, c'est la facture qu'ils veulent nous payer à la sortie. Donc il faut que nos clients soient apporteurs de richesse au quotidien sur le terrain. Et une enveloppe pour les investissements matériels qui sera identique. On a forcé le trait en mi-2021 parce qu'on avait quand même des informations de tension dans le futur. Donc on avait investi pour 2 années et demie. Donc on a l'année dernière reçu les machines, payé les machines, mais on a fait peu de commandes. On a toujours renouvelé notre matériel. On est sur un trend d'environ 10 à 15 millions suivant les années et suivant la création d'agences. J'irai à périmètre constant, on est plutôt dans les 12 millions. Voilà. D'accord. Jessica, vous avez
connu une forte croissance. Est-ce que la croissance s'accompagne d'une amélioration de votre rentabilité ? Je dirais que lorsqu'on ouvre une agence, non au départ, puisque le poids de l'investissement dans nos métiers est quand même très important. Donc évidemment, il faut quand même au départ, on va dire, assumer ce poids d'investissement et cette charge. Par contre, évidemment, après, dans le temps, on vient chercher de nouveaux marchés, de nouveaux clients, on accompagne mieux le client sur le territoire. Donc évidemment, c'est source de croissance et de développement. Mais lorsqu'on monte une agence, non. D'accord. On rappelle que vous en aviez 12 sur le seul département de la Vendée, oui, et que les ouvertures ont concerné un nouveau département pour Véloc. Oui. Oui, alors nous, on mise sur la proximité vis-à-vis de nos clients et aussi des chantiers de nos clients. Donc c'est vrai que 12 agences en Vendée, on est le seul à avoir ça, c'est une évidence. Nous, notre but, c'est d'être un bon régional et de se développer sur les départements limitrophes, toujours pour accompagner nos clients. Donc le 44, on a ouvert trois agences pour racheter une société sur le 44. Bon, maintenant, l'idée 44, 49, on est déjà dans le 79, on a 3 agences aussi. Donc voilà, l'idée c'est de continuer le maillage, on va dire, autour du département de la Vendée et de rester un bon régional. Et de tendre vers la même densité dans chaque département, où la Vendée c'est vraiment l'exception. Oui, je dirais que la Vendée, on a une richesse, on a un tissu économique qui est différent que dans d'autres départements. On est dans le 79, on a 3 agences, je pense très sincèrement qu'on n'en aura pas forcément besoin d'avoir plus d'agences. Par contre, dans le 44 ou dans le 49, oui, il y a bien évidemment besoin de se développer. D'accord. À Prolis, vous avez ouvert une nouvelle voie à l'international. Est-ce que c'est l'avenir de la société ? Écoutez, on a franchi un cap fin 2022, puisqu'on a racheté une société en Italie. Et donc en 2023, on devra atteindre 500 millions de chiffre d'affaires avec 50% du chiffre d'affaires en dehors de France. Donc c'était un objectif qu'on s'était fixé. Donc maintenant, on est présent dans 7 pays. Donc la France est importante, mais moins. Et la vocation est de grandir à l'international, puisque la France est un peu... Le marché français est un peu consolidé, et donc il y a malheureusement moins de perspectives de croissance qu'ailleurs. D'accord. Vous auriez pu opter pour une diversification du métier en restant en France. Pourquoi avoir choisi l'internationalisation du métier de base d'Aprolis ? Alors, pardon. Donc il y a 2 choses qu'on a fait dans le changement de business model. Il y a une première chose, nos concurrents sont les constructeurs en direct. Et donc il a fallu qu'on se positionne différemment des constructeurs. Donc on a mener une stratégie de diversification de notre offre dans la manutention. Et notre objectif, c'est de devenir leader dans la manutention de matériel divers pour satisfaire l'ensemble de la demande chez les clients. C'est un peu le one-stop shop, ce que disent les Anglais. Voilà. Et donc, on a bâti ce modèle en France et on est en train de le dupliquer dans les pays dans lesquels on est entré en Europe. Ce qui voudrait dire que les marchés tendent vers cette nouvelle prestation attendue. Aujourd'hui, le client n'a pas toujours besoin de la même chose. Il peut avoir besoin d'un matériel premium, il peut avoir besoin d'un matériel économique. On travaille avec des fabricants chinois aujourd'hui. On sait que le lithium va devenir de plus en plus important et va remplacer les batteries au plomb très rapidement. Donc on est en train de se positionner sur ce marché-là. Et on a aujourd'hui d'autres matériels type des tracteurs. On est à Roissy, par exemple. On est dans les matériels rail-route. On est dans les matériels portuaires. Donc on a vraiment diversifié notre gamme pour toucher un maximum de segments différents. Autour de l'expertise manutention. Autour de l'expertise manutention. Le savoir-faire de l'entreprise. Oui, tout à fait. D'accord. Antoine, vous avez à la fois procédé par diversification géographique, puisque maintenant vous êtes sur le littoral méditerranéen, des 2 frontières, depuis l'Espagne jusqu'à l'Italie, mais également diversification métier, puisque vous avez racheté il y a quelques temps de cela Apex, une société spécialisée dans la location de véhicules industriels. Comment vous voyez le développement de votre société ? On est sur PACA Occitanie. Dans un premier temps, on élargit notre offre. Donc le premier réseau de travail, ça a été de sortir la partie véhicule pour la spécialiser, un peu comme font les autres de la manutention. On a fait ça dans le véhicule. On a repris Apex en 2020. On vient de reprendre son concurrent dans la région qui s'appelait Chaptal en 2022. Donc ce périmètre maintenant tangente les 20 millions d'euros et la partie TP est à 30.
Maintenant, on est en train de développer une activité hébergement, sécurité de chantier. Donc, on est en train de spécialiser. Et puis, on va continuer à élargir notre offre sur PACA Occitanie. Et puis, quand notre offre sera élargie sur PACA Occitanie, on essaiera de continuer à développer notre réseau. Toujours pareil, avec un maillage, une proximité. Assez capillaire, oui. Sur les 3 zones, donc il y en a une, c'est la région Rhône-Alpes. Ça tombe bien, c'est assez riche. Le sud-ouest. Alors là, il y a un creux, et après, il faut aller de l'autre côté. Et puis là, il y a des bons, donc voilà. Ça sera plus compliqué. Là, ça sera plus compliqué. C'est pas que Rhône-Alpes, c'est pas bon, mais bon. La région Bordeaux et la côte atlantique, ils ne m'ont pas attendu. Et puis, j'ai peut-être la partie Catalogne, depuis Perpignan, qui peut être, ça peut être intéressant. D'accord, le marché espagnol, potentiellement, pourrait... Je sais pas, voilà, pour l'instant, c'est juste une idée. D'accord. Et les synergies que vous arrivez à développer entre la partie véhicule industriel et matériel? Il y a beaucoup de synergies parce que la partie véhicule s'adresse beaucoup aux artisans PME et ça entraîne un peu le plus sur cette clientèle-là. Et puis ça donne une offre globale et ça s'avère une bonne... je ne vais pas trop en faire la pub, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Philippe, diversification, densification, comment vous appréhendez le développement de Leblanc? Le développement, c'est déjà bien travailler dans le secteur qu'on a actuellement, développer son business de proximité. Puis je crois, comme l'exemple pour la Vendée, pour Jessica, il faut augmenter son maillage, parce que je crois que la relation des clients, les clients sont mobiles, il faut les accompagner sur le terrain. Donc ils veulent aussi avoir une relation, pourquoi ils sont fidèles? Parce qu'ils retrouvent un service qui leur correspond. Et donc on doit les accompagner là où ils vont aller. Donc on va développer nos agences, c'est clair. On a l'ambition d'en installer 2 supplémentaires en 2023. Mais déjà bien travailler son secteur actuel. Il y a encore des marges de progression. Ce fondement dans le métier de la location, la proximité géographique. Mais si vous voulez, on a tous un peu les mêmes machines. Ce qui peut nous diversifier, c'est le service, la proximité, la réactivité, notre capacité à avoir une belle veille dans les investissements de futurs matériels qui vont être proposés à notre clientèle. Pour, encore une fois, notre métier, c'est le partage de matériel, mais c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à notre clientèle, technique, sécuritaire et financière. Je crois que c'est les fondamentaux de notre métier. On est des prestataires de services, on ne réalise pas de travaux. Enfin, pour notre entreprise, certains ont des fois des chauffeurs, mais pour notre entreprise, on loue des machines sans chauffeur. Ça veut bien dire qu'on doit apporter cette partie matérielle avec une qualité optimum pour que les prestations soient réalisées dans les meilleures conditions. Vous n'êtes pas les seuls à intervenir sur ce bassin breton et à cheval entre la Bretagne et la Normandie. Votre principal concurrent est un local régional comme vous ou c'est un réseau national? C'est des concurrents, mais c'est des confrères, on fait le même métier. Donc vous savez, c'est un métier où le client a libre choix. Je vous rappelle que la location va de la demi-journée à l'année, en longue durée ou plusieurs années. Donc la proposition est à la fois très vaste. On a parlé tout à l'heure dans la première émission de milliers de références. C'est le cas dans toutes nos entreprises. Donc la palette de clientèle est énorme. Il n'y a pas de concurrence, c'est des confrères et on a tous vocation à donner une bonne image de notre métier. Enfin, moi, je pense que on est tous associés dans une même logique. C'est que le loueur, et je pense que c'est le cas, ait une belle image vis-à-vis de sa clientèle, de son environnement, des donneurs d'ordre, des promoteurs immobiliers aux collectivités locales. Il faut qu'on ait une belle image et qu'on porte haut ce drapeau de la location qui va se développer, je pense. Qui va se développer? Oui. Benjamin, vous êtes moins sur de la demi-journée, plutôt sur le temps long. Est-ce que c'est un avantage quand on doit définir une stratégie, quand on doit se projeter en investissement et quand on doit également adapter sa stratégie de croissance? Alors, nous, la grande différence dans la location longue durée par rapport à la location courte durée, c'est qu'on investit une fois qu'on a le contrat du client. Et donc, ça vous garantit une certaine sécurité par rapport à l'avenir. Donc, on est garanti par rapport à ce contrat et par rapport à la machine. Donc, on a une vraie visibilité pour pouvoir investir. Nous, on raisonne en 3 phases. On a les CAPEX de renouvellement qui correspondent à un certain ratio.
notre chiffre d'affaires, de notre EBITDA. Ensuite, on va mettre des capex de croissance si on pense qu'on va prendre des marchés. Puis ensuite, il y a des capex de M&A si on va faire de la croissance externe. Et on est capable d'arbitrer donc sur ces 3 critères selon la conjoncture qui va venir, qui viendra cette année en tout cas. On n'en est pas là dans la location de matériel. C'est prendre un petit risque quand même à chaque fois. Comment au sein d'une société comme Veloc, on limite et on encadre ce risque? Je dirais oui, c'est vrai que Veloc, comme beaucoup de loueurs, on fait donc majoritairement de la courte durée, mais on fait aussi de la moyenne et longue durée. Nous, aujourd'hui, on accompagne un grand nombre de clients aussi sur de la longue durée. Alors, longue durée, c'est 3 ans, même parfois 5 ans. Donc on sait faire aussi, mais c'est vrai que nous, la visibilité en courte durée, quand je regarde le planning dans nos agences, et je m'amuse à le faire régulièrement, parfois je vais y aller la veille, je vais y retourner le lendemain, ça a drôlement changé, puisque nous aujourd'hui on a une majorité de clients qui va nous appeler parfois à 16h pour le lendemain 7h30. C'est quand même la réalité de notre marché, et nous la visibilité elle est quasi nulle sur le gros de notre activité. Alors, après, il y a toujours un risque d'investir, mais il est quand même mesuré. Surtout quand nous, on a 20 agences. Si demain, l'activité est moins bonne, on peut rouvrir un pôle un petit peu plus loin. On peut rétablir ou on va dire ralentir l'investissement l'année d'après en faisant glisser du matériel. Donc le risque, il reste quand même modéré quand c'est bien géré. Il faut rester à l'écoute de ces statistiques, de ces chiffres et aussi du marché. On est très très proche du terrain et ça c'est aussi ce qui fait que je ne veux pas non plus demain devenir un très très gros loueur ou du moins national, c'est de connaître les clients, d'échanger avec nos équipes et donc de rester près du marché. Ça c'est important. Après, moi, c'est vrai que là, je vais parier sur 2024 sans avoir vécu 2023, peut-être dans 2-3 mois. Mais c'est la réalité. Et je dis toujours à nos équipes, faut pas avoir peur de ça. Parce que notre force aussi, c'est d'avoir du bon matériel et d'avoir un bon service. Donc ça, il faut pas l'enlever. Il faut pas en avoir peur. Votre boussole, c'est le taux de rotation du parc? Comment? Votre boussole? Ah oui, le taux de rotation, oui. Le taux de rotation, les plannings dans les agences, et puis les échanges qu'on a de manière globale avec nos équipes. Nous, je veux dire, les responsables d'agence sont en lien direct avec nous. On discute, on jauge, on va voir un peu de clients. Donc tout ça fait que, mais bien évidemment, la rentabilité, les ROI qu'on appelle bien souvent aussi bien financiers que physiques, nous donne évidemment... on va dire une petite visibilité, mais lorsqu'on s'en rend compte, parfois, la conjoncture a déjà glissé, quoi. Donc, comment évolue le ROI de Veloc Plus? En fait, il évolue. Là, il va être boosté par l'inflation, mais c'est de façon artificielle, puisque les charges évoluent encore plus vite. Sinon, on a une concurrence qui fait qu'on se bagarre pas mal entre loueurs, et on a des clients qui savent négocier, donc on a du mal à... On avait, dans ces périodes de déflation, avant cette période-là, on avait du mal à passer les hausses. Maintenant, on n'a plus le choix, donc on y va le couteau sous la gorge. Après, le ROI évolue aussi beaucoup en fonction des mix matériels qu'on choisit. C'est-à-dire que là, on développe la partie bungalow ou la partie manutention, qui sont des matériels qui ont une durée de vie plus longue. Et du coup, on a des ROI plus faibles, ce qui ne veut pas dire qu'on a une rentabilité plus faible. Mais globalement, nos ROI, on arrive maintenant à les stabiliser. Et là, on va faire les kékés parce qu'on va les monter un peu. Mais c'est artificiel, quoi. Et sur cette nouvelle activité que vous souhaitez développer, est-ce que vous visez plutôt des contrats de moyenne et de longue durée ou vous restez sur le modèle de la location précaire? Notre métier et la configuration de notre structure, elle est faite pour la courte durée, elle est faite pour les gens qui ont un besoin l'après-midi et on est là le lendemain matin, etc., quoi. C'est notre ADN, c'est aussi notre défaut parce que on râle contre cette pression, mais en fait on adore ça. Et puis on est sur un métier du TP où ils ont aussi pas mal d'imprévus sur les chantiers. Les intempéries, ils pensaient que la roche était comme ça, elle est différente, etc. Donc cette réactivité, c'est aussi pour ça que les gens qui viennent faire notre métier, c'est pas simple, quoi. Ils n'iront pas dans la manutention industrielle. C'est pas du tout le même. Et après, ce que disait Jessica, ce qui est très vrai, c'est que c'est un métier, paradoxalement, c'est un métier de service et de commerce, et de l'autre côté, c'est un métier de statistique et de gestion. C'est-à-dire que c'est en croisant les deux qu'on arrive à faire nos choix, et la stat est vachement importante, extrêmement importante. On y reviendra parce que... rotation, ROI, valeur brute du parc, âge du parc, les champions de l'âge du parc. En général, les PME, on est plutôt pas mal là-dedans. On aime le matériel en plus. C'est pas que des chiffres, on connaît les machines, on aime ça, quoi. Chez Blanc-Bleu, Bleu-Blanc,
je ne sais pas pourquoi. Comment le ROI a évolué ces dernières années? Bon, je crois la même réponse, c'est de la mathématique simple, hein. C'est l'inflation qui a boosté ça. Vous avez parlé tout à l'heure, par contre, de risques sur l'investissement. C'est vrai que sur 20 ans, je crois qu'on a investi plus de 250 millions d'euros dans le matériel. C'est quand même des chiffres énormes. Très souvent avec des marques fabriquées en France, je le signale, parce que le loueur fait travailler l'activité en France, intégralement construite en France, donc même si les composants viennent d'un peu partout. Comment on gère un peu le risque? Ben oui, on a cette valeur de matériel fini payé au cas où il arriverait un mur de décroissance, il faudra vendre du matériel, mais on a aussi des indicateurs. Moi, je pense que le métier de loueur, c'est un métier de riche aussi, c'est un métier où il faut des gros fonds propres. Pas pour enrichir l'actionnaire, mais pour sécuriser le système, parce qu'on est quand même garant de l'activité, garant de notre ancrage territorial, et notamment de l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos salariés et du partenariat qu'on a avec nos clients. Donc il faut que notre système soit sécurisé. Donc on observe nos ratios d'EBITDA sur endettement, de fonds propres sur endettement, et puis la valeur résiduelle du parc. Donc je pense qu'en fait, on a des sommes d'investissement qui sont très fortes, mais nos risques sont gérés et relativement faibles en fait. Historiquement, ça a toujours été un métier capitalistique. Ouais. Avec la nouvelle définition du métier, ça l'est encore plus. Est-ce que ça veut dire que les petites structures sont condamnées à disparaître, en tout cas à pas pouvoir se développer, faute d'avoir les moyens financiers de le faire? Jessica l'a dit tout à l'heure, elle a dit quand on ouvre une agence, on est en perte. Oui, ça coûte très cher une ouverture d'agence. Donc, avec une enseigne qui est déjà établie. Alors vous vous rendez compte, avec des gens qui s'installent, il faut des gros moyens, puisque en fait, pour faire très simple, hein, la première année, vous allez perdre beaucoup d'argent, la deuxième, vous allez en perdre encore beaucoup, mais un petit peu moins, au fur et à mesure des 5 ans, et puis après 5 ans, bah, vous allez commencer à renouveler votre matériel. Mais enfin, il faut pouvoir tenir 5 ans avec une activité démarrante et une charge complète, que ça soit sur l'amortissement du matériel, évidemment, et son remboursement, hein, parce que qui paye ses dettes s'enrichit, il faut bien rembourser le banquier, mais aussi les aléas de la profession quand vous ne la maîtrisez pas, parce qu'il y a des codes importants dans cette profession, en termes juridiques, en termes de soutien technique auprès de la clientèle. Si on veut réussir, il faut quand même un vrai savoir-faire, et on demande à nos collaborateurs un vrai savoir-faire, en plus du savoir-être, évidemment, mais c'est les deux leviers. Mais il y a une vraie compétence. S'installer aujourd'hui, je pense que le ticket est quand même très élevé. C'est mon sentiment en tous les cas. A contrario, Antoine, est-ce que vous avez identifié des sociétés de location de taille inférieure à la vôtre qui potentiellement pourraient être une cible pour vous? Nous, la problématique de notre croissance sur la partie de notre réseau location, c'est qu'il faut qu'elle soit cohérente. Donc je ne vais pas aller faire une croissance à Paris, à Bordeaux, à machin. Je veux chaque fois aller... Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à intégrer les petites structures. Donc, et en fait, on s'aperçoit qu'on ouvre une agence. Dans notre réseau, on a déjà commencé à travailler cette zone, on plante une agence, on grossit. Donc sur la partie du réseau généraliste, on n'aura, je pense, pas beaucoup de croissance externe, sauf le jour où on va décider d'aller à Lyon ou à Bordeaux, où là, il faudra qu'on prenne un réseau. Bon, on n'est pas les seuls, il y a du monde, donc je peux en parler. Mais... Oui. Et là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une structure opérationnelle qui est en place. Sur les métiers où on souhaite se diversifier, c'est-à-dire ce qui est autour de notre réseau généraliste, là on cherche, mais bon, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Benjamin, vous avez mentionné l'Italie. Vous arrivez déjà avec une acquisition qui vous permet de prendre position sur le marché. Dans le domaine de la manutention industrielle, on est maintenant sur cette granulométrie d'entreprise. Alors sur l'Italie, c'est une acquisition de 80 millions. Donc c'est déjà une belle taille. Notre premier objectif, c'est d'intégrer cette société donc au sein d'Aprolis. Toute la construction de notre modèle se fait sur le modèle autour de la marque Aprolis. Et donc on va déployer ce qu'on appelle nous la plateforme de location européenne autour de cette marque et autour de ce savoir-faire, en s'adoptant bien sûr aux demandes locales également, parce qu'il peut y avoir des spécificités locales. Et là, j'aime bien votre titre, parce qu'il faut rester extrêmement agile. D'accord, mais avec quand même cette colonne vertébrale Aprolis, vos process, vos savoir-faire que vous importez, ou en l'occurrence vous exportez. Exactement. Donc nous, on a une
politique qui s'appelle l'excellence opérationnelle. Donc c'est quoi? C'est bien faire son métier. Donc on vérifie, il y a des agences, mais après c'est des pays, que l'occasion est faite de la bonne manière, la location courte durée c'est fait de la bonne manière, avec les bons ratios, la longue durée, etc., les prises de commande. Donc ça, on met ça d'équerre avec les managers. Et ensuite, on va diversifier l'offre quand c'est possible, selon les spécificités des différents marchés, des différents pays. D'accord, donc de la même manière que les fondamentaux de la profession, le respect des conditions générales de vente, les assurances, la facturation des transports, est-ce que tout ça, vous avez observé une amélioration dans l'acceptation de vos clients, ou ça reste toujours un petit peu des points de friction? Je dirais que tout va dépendre de la typologie de client aussi. Globalement, nos conditions générales de location ou de vente sont très clairement affichées. On les présente, on les explique si nécessaire, comme les conditions de non-recours, toute la partie assurance, qui n'est pas toujours simple, parce que lorsqu'à un moment donné, il y a un sinistre, il y a toujours une franchise, il y a toujours un dû client, et ça, c'est pas toujours facile à expliquer par le biais de nos équipes, c'est pas toujours simple. Après, je dirais qu'évidemment, quand on va après sur des plus grosses entités nationales, on commence là à négocier des accords avec parfois des conditions, on va dire, de location un peu modifiées, c'est-à-dire que nos conditions générales de location ne sont pas toujours en premier lieu, on va dire, les conditions appliquées, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, on s'évertue beaucoup à les appliquer, à les faire connaître, à les faire respecter. Je dirais que c'est pas toujours simple quand même. D'accord, mais est-ce que le discours passe mieux? Est-ce que certains clients ont considéré que de toute façon la pratique d'un métier tel que la location en 2023 doit se faire encadrer par des règles auxquelles il ne faut pas déroger? Oui, alors oui, bien sûr, les clients l'entendent, mais il y a évidemment l'entendre et vouloir tout le temps les appliquer. Je dirais les plus petites structures vont les appliquer et on les fait respecter, mais il faut toujours un peu dialoguer quand même sur certaines conditions. Je parlais de la sinistralité, c'est vrai que chez nous, on est des métiers où, on est dans un métier où il y a quand même vite des sinistres ou des petits bobos, comme on appelle. Après, c'est vrai que les plus grandes structures, on est quand même un petit peu obligé de négocier pour les faire appliquer de manière un petit peu plus... le discours est un petit peu plus dur quand même. Philippe, vous avez mis en place des process qui sont très poussés, très aboutis, ce qui vous permet d'avoir une vision à la fois très globale de votre parc, mais également une connaissance machine par machine très détaillée. Est-ce que vous constatez des dérives par rapport au comportement de vos clients dans ce domaine? Je pense que tout vient d'un terme, c'est de la pédagogie. Il faut communiquer avec son client. Il faut expliquer ses conditions générales de location et de vente pour que les règles du jeu soient bien connues et bien maîtrisées par notre client, mais avant tout déjà par nos équipes. Je pense que c'est essentiel. Donc c'est de la formation, c'est de l'information, et c'est la possibilité aussi aux clients de venir rechercher de l'information chez nous directement sur notre réseau. Donc ça, on le fait. L'application, c'est aussi l'analyse du sinistre au cas par cas, et c'est aussi l'analyse de la relation qu'on peut avoir avec le client. On est aussi, et avant tout, des prestataires de services, mais des commerçants. Nous sommes des commerçants d'une prestation de service de mise à disposition d'une machine. Donc il y a un cadre et une règle du jeu, elle doit être appliquée, et puis elle doit être adaptée par rapport à certaines conditions très particulières et sinistres très particuliers. Maintenant, je trouve que on avait eu beaucoup moins de sinistres sur une période et qu'on revient sur une sinistralité qui s'est un peu augmentée sur ces derniers mois. Peut-être par le surcroît de travail chez notre clientèle et peut-être un manque de maîtrise d'utilisation de nos machines. Et je trouve qu'on revient à une sinistralité qui est un peu plus forte. Voilà. Alors ça coûte cher à tout le monde. Ça nous coûte cher à nous, il faut que le client le sache, et ça lui coûte cher aussi à lui. Donc je pense que c'est quand même très dommageable parce que ça s'implique directement au compte d'exploitation, et je trouve que c'est dommage. Quel type de mesures correctrices vous pouvez prendre? On fait beaucoup je suis désolé, mais de mise en main pour les clients, les nouveaux clients ou les clients qui n'ont pas d'expérience. Alors,
on a peu de problèmes sur tout ce qui est levage, parce que les gens ont relativement peur du levage. Mais le terrassement notamment, ou le compactage, il faut revenir aux fondamentaux et leur donner quelques règles d'utilisation. Voilà, je pense que il faut beaucoup communiquer en fait dans ce monde qui réagit très très vite. Il faut garder ce lien entre les hommes et les femmes de manière à pouvoir évoluer ensemble sur le terrain. On a un vrai sujet commun, c'est la réussite de l'opération finale. Et ben pour ça, il faut s'associer et il faut qu'on dise à nos clients, il y a des choses que vous pouvez pas réaliser, vous ne pouvez pas louer cette typologie de pelle, puisque j'ai parlé de terrassement, parce qu'elle va manquer de puissance par rapport aux besoins que vous avez. Et ce n'est pas forcément un problème de prix, parce que facialement, la plus petite machine va coûter moins cher au tarif, mais vous allez manquer de performance et à la sortie, ça va vous coûter plus cher avec des dégâts qui pourraient être facturés. Donc on est encore, nous, dans une approche de préconisation. J'ai écouté tout à l'heure attentivement. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment dans une approche de préconisation. Ça fait partie du service du loueur qui maîtrise bien la machine d'accompagner sa clientèle. Donc ça, c'est un enjeu partagé, quel que soit le domaine d'activité, y compris dans la location industrielle. Antoine, au niveau de la sinistralité, comment ça se passe dans le sud-est ? Ça se passe comme ailleurs. Après, il y a des questions avec les clients dans la relation de droit et de devoir. Il y a des questions de bon sens. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des rouleaux, ils ne se rendent pas compte que ça se renverse. Donc, ils vont sur des... Donc, il faut... Et puis, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, parce que nous, on voit la machine tous les jours, et qu'il faut penser à redire. Exemple, qu'un rouleau, ça se renverse. Je pense ça parce que j'ai vu ça dernièrement. Voilà, mais après, et puis ça évolue aujourd'hui parce qu'en fait, il y a des tensions sur le personnel chez tout le monde, notamment chez nos clients. Il y a de l'intérim, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Le temps de la formation, il est souvent squeezé. Et inévitablement, ça va se payer. Est-ce qu'aujourd'hui, la ressource humaine, c'est votre principal frein au développement et à la bonne marche de l'entreprise ? C'est-à-dire qu'on essaie d'aborder ça différemment. Aujourd'hui, on entre sur des générations où la fidélité, c'est plus la même valeur. Et puis, à la limite, c'est peut-être pas plus mal de vivre plusieurs expériences. Donc, pour nous, le turnover, c'est un objectif. On essaie aussi d'accompagner les gens qui partent pour qu'ils puissent revenir. Et on a de très belles expériences avec les gens qui sont partis et revenus. Parce qu'ils acquièrent une expérience ailleurs, parce que chez nous, ils ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas pu avoir le poste qu'ils voulaient, pour plein de raisons. Et puis finalement, ils disent c'est pas mal, et puis finalement, ils reviennent. D'accord. Et cela, c'est le top. On peut faire des parenthèses chez Locplus, aller voir ailleurs et revenir. Oui, oui. Mais à un moment, on est dans un contrat de travail comme une histoire, comme dans un couple. Il y a des périodes où ça va, puis il y a des périodes où ça va moins bien. Et plutôt que passer plusieurs années perdues pour les deux parties, il vaut mieux savoir se séparer intelligemment et des fois se retrouver. Ça arrive des deux côtés. Comme quoi. Mais dans le boulot, si on le travaille, ça donne de belles réussites. De belles histoires et... Ouais. Donc visiblement... Et puis de toute façon, comme il y a une pénurie, maintenant il faut gratter partout. Il faut faire. Et puis comme de toute façon les gens, le fait de changer est ancré dans les mœurs, il faut que nous on soit prêts à former les gens, à être organisés pour intégrer vite, pour former, avoir des niveaux de formation pour intégrer des gens qui viennent de la restauration par exemple, parce qu'ils ont le sens du service. Ce qui est quand même, dans le savoir-être, il y a beaucoup de gens qui viennent de la restauration qui sont très bien, ils ont le sens du service, de l'engagement. On les forme à notre boulot et on a des gens très bien en agence, donc il faut qu'on s'ouvre et qu'on change. C'est passionnant. Mais l'humain, c'est passionnant. Sur vos territoires, Philippe, est-ce que la ressource humaine est encore plus difficile à capter et à fidéliser ? Oui, ça dépend des régions. Quand vous êtes dans un milieu ultra-rural, on a une ressource plus importante. L'urbain, c'est un peu plus compliqué. Nous, on a une politique d'intégration et notamment d'intégration de jeunes par alternance. Je trouve que c'est une très très belle formation, l'alternance, parce que ça permet de s'associer avec une école et il va avoir des laps de temps scolaires et puis de mise en pratique. Ça nous permet aussi, sans prendre trop de risques, pour nous, mais aussi pour le candidat, de pouvoir mieux se connaître, de pouvoir connaître nos valeurs, notre projet, de prendre du temps. Et je trouve que les intégrations sont intéressantes. Et puis, on a une génération de personnes, mais c'est le sujet actuel, je vous le dis, qui ne veut pas partir en retraite. Donc, me demandez pas pourquoi, mais on a des retraités qui travaillent encore chez nous, qui font des emplois et avec une belle réussite. Donc, ces gens-là sont surtout dédiés. On en a un qui s'occupe, par exemple, de la vente de matériel, qui a plus de 65 ans et qui éprouve et potentiellement tous ses trimestres. Bien donc sûr, il aurait pu choisir. Donc il cumule sa retraite et son emploi chez nous, il en a le droit et c'est très très bien. Et puis on a d'autres belles réussites aussi, surtout pour de l'accompagnement de jeunes, parce que je trouve que la transmission de ces valeurs-là, de l'histoire de l'entreprise, elle est intéressante.
bon, les gens restent chez nous, s'en vont. Nous, ce qu'on souhaite, c'est le meilleur aux gens qui nous ont accompagnés pour l'aventure. S'ils partent, écoutez, c'est qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Voilà, tout va bien, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie, il faut juste s'adapter. Une enseigne comme Veloc sur le département de la Vendée, est-ce que ça facilite les candidatures spontanées? Est-ce qu'on vous sollicite, on souhaite rejoindre l'entreprise, ou c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça? Oui, non, je dirais que je rejoins tout à fait mes collègues. Non, la partie recrutement est beaucoup plus compliquée qu'elle l'a été. Ça reste des fois un frein au développement. Moi, je vais même jusqu'à là quand même, parce que c'est vrai qu'on a besoin évidemment de nos équipes et besoin de nos hommes pour avoir un bon service. Donc c'est quand même un frein. Alors aujourd'hui, il faut se réinventer. Je les rejoins tous les deux sur ce sujet. L'alternance est un sujet, et aussi l'intégration des nouvelles personnes chez nous. C'en est un aussi, puisque en effet, maintenant, on va recruter plus par rapport au savoir-être que sur le savoir-faire, et donc il faut de plus en plus les accompagner sur le savoir-faire. Nous, on va dire que c'est un petit frein actuellement, c'est qu'on sent qu'il y a une petite perte de compétences, comme par exemple sur la partie technique, et qu'il va falloir les accompagner par le biais de formations peut-être plus personnalisées, parce que les compétences sont bien différentes, et donc c'est un vrai sujet. Il faut vraiment l'aborder en ce sens dans nos entreprises. Alors les candidatures spontanées, oui, ça peut nous arriver, mais aujourd'hui elles sont quand même pas vraiment au rendez-vous. On n'en a pas beaucoup, quoi. Ça reste. Alors l'alternance, je pense que c'est un bon point. Ça fait aussi, on peut dire, un petit vivier aussi de personnes qui demain feront peut-être partie de nos équipes. Puis je pense aussi que c'est un devoir en tant qu'employeur d'intégrer les jeunes, quoi, de penser aux jeunes, parce que demain c'est l'avenir, ce sera chez les jeunes. Mais les nouveaux, en effet, ne feront pas leur vie dans notre société, ou alors peut-être peu feront leur vie dans notre société de 20 ans à 60 ans. Chez Aprolis, il y a un caractère très technique dans le produit, avec des motorisations très différentes les unes des autres. Comment vous arrivez à recruter la compétence technique humaine dont vous avez besoin? Alors nous, dans beaucoup de loueurs, on est des boîtes familiales, donc je rebondis un peu sur la partie compétences. Je crois qu'il y a une dimension RH qui est très importante dans nos boîtes. Et donc et nous, alors chez Aprolis, on a un département de formation technique à Villers-Saint-Paul, juste au-dessus de Roissy, donc qui forme l'ensemble des techniciens. Donc on a un certain nombre d'heures par an, on ne peut pas déroger. Et surtout qu'on a mené cette politique de diversification, donc il n'y a pas qu'une seule marque, il y en a plus de 300 différentes sur lesquelles il faut savoir intervenir. Donc c'est beaucoup d'argent en formation, mais le ROI est là. Et donc donc pour répondre à votre question, on investit beaucoup dans l'humain et dans la formation de nos collaborateurs. Et donc c'est un département qui monte en puissance. Ah oui, ça, c'est un département. Et puis ça, maintenant vous avez heureusement des outils digitaux. Donc on a ce qu'on appelle la Digital Academy chez nous. Donc il y a des formations qui peuvent se faire à distance. Autrefois, on déplaçait des centaines de techniciens. C'était pas toujours évident. Là, c'est beaucoup plus efficace et donc on investit surtout dans le digital en formation. Ouais. Et on retrouve cette notion de souplesse à la fois physique, mais également en déporté et à tout niveau pour tout type de profil finalement. Ouais, absolument. Alors nous, on est surtout sur des matériels électriques. Donc on a 50 000 machines en location longue durée et 90% c'est des matériels électriques. Donc on se spécialise sur tout ce qui est matériel électrique. Le reste c'est du gaz. Le reste c'est du gaz et puis du thermique pour tout ce qui est gros chariots ou gros matériel à rail-road par exemple. Est-ce que vous voyez arriver l'hydrogène? Alors l'hydrogène arrive, le ROI n'est pas encore là. Mais il y a des tests que nous avons fait d'ailleurs avec certains clients, dans des clients, des logisticiens. Moi, je vois d'abord cette phase de la batterie plomb qui va aller vers le lithium, et ensuite, ou en parallèle, l'hydrogène va prendre le relais. D'accord, et vous vous situez à quelle échéance? Sur le lithium, d'ici 5-7 ans, je pense que le lithium sera plus important que la batterie plomb. Et d'ici une petite dizaine d'années, l'hydrogène va commencer à arriver dans les chariots, dans la manutention. En tout cas. D'accord. Comment l'Ocpus décarbonise son parc? Est-ce que c'est une démarche volontariste ou est-ce que déjà vos clients vous demandent de le faire? Alors,
On commence par travailler sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui est équipé nos équipes de véhicules électriques ou hybrides, des installations de prise dans les agences, on met des toits solaires sur les agences. Enfin, bon. Sur la partie parc, il faut qu'il y ait un besoin client. Notre métier, c'est de satisfaire des clients. Donc si je propose des machines qui sont électriques, qui sont très RSE, mais dont les clients ne veulent pas, ça ne sert à rien. Donc on essaie de voir sur les métiers sur lesquels on peut avancer. Donc il y en a, on commence à avoir des machines électriques dans la manutention, dans les nacelles, dans le petit matériel. Aujourd'hui, sur la pelle électrique, on doit en avoir 2. C'est pas encore ça, quoi. C'est pas très significatif. C'est pas encore ça, quoi. Heureusement qu'on a des fournisseurs et qu'on s'entend bien. C'est pas ça. Mais ça va venir. Et dans le véhicule, on avait 3 Tesla. C'était les véhicules qui se louaient le moins bien. Et la voiture qui a le meilleur ROI de tous, c'est la Clio diesel de place. Donc il faut aussi tenir compte de ces paramètres. De la réalité du marché, absolument. Faut aussi, voilà, ouais. On a des clients, on n'est pas... Par contre, dans l'entreprise, là où on peut maîtriser, c'est-à-dire qu'un exemple sur les véhicules électriques, tous les gens qui font des déplacements réguliers passent en électrique. Tous les gens, des commerciaux, des gens qui ont des déplacements plus comment dire, aléatoires, on est plutôt hybride, voire essence. Mais tous ceux, chefs d'agence, etc., tous les gens qui ont du local, avec la prise à l'agence, ça va bien marcher. Ça. Où en sont les infrastructures chez Bleu Blanc pour préparer cette transition énergétique qui est en marche ? On est toujours en phase d'études, d'investissement dans la transition énergétique, que ce soit sur notre exploitation, les bâtiments. C'est vrai qu'on a lancé un travail important depuis plusieurs années. On a commencé il y a 5 ans, parce qu'on a vu que c'était complètement ridicule. On avait des bâtiments qui n'étaient pas du tout adaptés aux nouvelles conditions. On a aussi travaillé sur les déplacements de nos collaborateurs, où on s'est aperçu qu'on pouvait régler beaucoup de choses en visio. On a développé ça. Sur l'impact carbone d'un loueur, c'est l'essence même du loueur depuis l'origine, même s'il ne le savait pas, puisque le partage du matériel a un vrai engagement sur l'impact carbone, quelle que soit la typologie de la motorisation. Les investissements qu'on peut produire aujourd'hui, les lourds investissements qui sont faits par tous les loueurs, ont un impact fort sur l'environnement parce que les consommations de l'énergie fossile a baissé. Et puis, cette transition vers la machine électrique va nous emmener dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, je trouve que l'offre est pas très forte de nos constructeurs. Elle va évoluer, je pense, et on saura s'adapter. On le fait pour la demande spécifique de certains clients qui ont eux aussi des contraintes ou une autre vision. Je pense que l'engagement aussi de toutes les entreprises dans le cadre de leur RSE va nous obliger positivement à cette transition. Donc ces efforts, ils vont continuer dans les années à venir. Par de l'investissement, par de la recherche, par des méthodes aussi, des méthodes intégrées de travail qui doivent nous faire changer notre façon de se comporter dans notre entreprise. Et je pense que le loueur a depuis longtemps montré son agilité sur ces sujets d'environnement. Et sur le produit, plus vous allez vers des matériels à énergie alternative, notamment l'électricité, plus vous allez gérer ça par rapport à la donnée machine pour être pertinent dans l'exploitation, dans l'entretien, dans la tarification même. Oui, parce que la gestion de notre parc, la gestion de la tarification n'est pas décidée par son dirigeant ou un responsable d'exploitation un matin en se levant. On a, pour nous aider, parce que ce n'est pas le seul indicateur, tout un tas de données, vous pensez bien, et de logique et de reporting qui sont faits par rapport à la rotation financière, nombre de jours où la machine va sortir dans l'année, c'est un des coefficients. Rotation physique, hein, c'est le nombre de jours dans l'année, mais rotation financière, combien elle va produire de richesse à l'année par rapport à son investissement. Combien elle va consommer aussi en termes de maintenance. Et puis tous ces paramètres-là, ils sont mis dans un sorte de shaker, dans un système informatique qui va nous donner à tous une vraie vision de notre marché. C'est là qu'intervient la courbe avec les investissements sur les nouvelles machines qui vont nous être proposées. Et je sais qu'au départ, ça va être un investissement fort et pas très rentable pour nos entreprises, mais incontournable pour pouvoir appréhender cette mutation. Ça s'appelle de l'investissement. S'il était si facile que ça de mettre 0 € sur la table pour en gagner 2, ça se saurait depuis longtemps. On va mettre 2 € sur la table pour en gagner qu'un, et donc on va être en perte sur cette partie-là, mais pour apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre vite. Nos clients le demandent. Puis je dirais plus particulièrement, plus que nos clients, tout l'environnement, on le voit bien, est en mutation, que ce soit dans tous les domaines. Maintenant, excuse-moi, j'en rajoute, mais il y a un point clé pour améliorer nos rejets, c'est l'âge du parc. Tout à fait.
Tout simplement, c'est l'âge du parc. Et nous, chez les loueurs régionaux, globalement, on a des parcs qui sont globalement plus récents que beaucoup. L'âge moyen du parc chez L'âge moyen du parc est à 42 mois. 42 mois. Donc, Et je pense que Velox sont encore mieux. Et ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen de décarboner, c'est d'avoir un parc récent. Jessica, vous avez cité donc cette politique dynamique d'investissement. Quel est le pourcentage des matériels qui sont équipés de télématique chez vous, qui vous permettent de remonter de la donnée? Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas très avancé. Alors, il y a la télématique vendue par les constructeurs. Donc là, on a quand même des gammes complètes équipées. Et on rajoute aujourd'hui de la télématique supplémentaire pour répondre à différentes problématiques, pour aussi avoir une seule et même plateforme, pour avoir une meilleure gestion. Parce qu'aujourd'hui, chaque constructeur a sa petite plateforme de gestion. Et donc, il faut expliquer à nos collaborateurs les différentes plateformes. Donc là, le but, c'est d'avoir une seule et même plateforme et de gérer le matériel, de gérer les entretiens. Bon, nous, c'était déjà inclus, c'était déjà mis dans notre ERP pour améliorer la rotation de notre matériel, la récupération de notre matériel, l'entretien, et puis aussi pour accompagner le client quand c'est possible, le plus vite possible. Donc le pourcentage, je dirais aujourd'hui, sur le gros de notre parc, en enlevant le petit matériel qui n'est pas équipé, on doit être à peu près à 30-40%. D'accord, c'est un bon début. Oui. Je vous propose le focus qui va certainement vous ouvrir de nouveaux horizons. Tout de suite, le focus. Clément. Bonjour Jean-Noël. Fondateur de Hibou, une start-up qui fait parler d'elle de plus en plus et très récemment, on y reviendra. Première question, pourquoi Hibou ? Notre métier étant de collecter de la donnée sur tous les équipements, on a cette ambition, comme un hibou, d'avoir ce regard perçant et de restituer l'information à nos clients d'une machine qui est en France, en Europe de l'Est ou sur un autre continent. Est-ce qu'elle tourne, est-ce qu'elle ne tourne pas, est-ce qu'elle a des codes d'erreur et comment elle se porte. Donc c'est cette idée de tête qui tourne à 360 degrés et qui voit de jour, de nuit, de loin, de près. Avec un regard perçant. Exactement. En s'intéressant à de la donnée objective et pertinente, quel est, selon vous, sur un parc de location, le critère clé à prendre en considération ? Alors, le critère clé à prendre en considération, il n'y a pas un seul de nos clients loueurs qui ne s'intéresse pas à la donnée d'Oramètre. Ces Oramètres vont permettre de répondre à de nombreux enjeux métiers clés, notamment la facturation, on y reviendra, notamment la gestion de la maintenance et de partager de l'information aux clients finaux en apportant du service. Donc ça, c'est vraiment le basique. Certains, j'imagine, vont un petit peu plus loin. Exactement. Alors aujourd'hui, la tendance générale est que les constructeurs de biens d'équipement mettent de plus en plus d'informations à disposition. Et donc on a pour aujourd'hui une grosse partie des constructeurs, mais surtout les très gros, une profondeur de points de données très important. Donc il y a les données classiques, la géolocalisation, l'oramétrie, mais aujourd'hui on parle de données de sécurité, on parle de consommation de carburant, on parle des données d'émissions de CO2, on parle des codes d'erreur des machines, et ça peut aller très loin. Et c'est cette profondeur de données qui fait la différence, parce que vous n'êtes pas les seuls sur ce positionnement, tant sur le segment de la location que sur le segment des utilisateurs finaux, les entreprises de travaux publics. Exactement. Quand on a commencé Hibou, on a commencé à travailler avec les exploitants. 2017. Avec des groupes comme NGE, avec des groupes comme Eiffage, L'Hôtelier, Roger Martin. Et plus le temps est allé, plus on s'est adressé et on a eu un succès au travers des sociétés de location, notamment parce que les exploitants, eux, souhaitent avoir accès aux données de leur parc, mais également le parc de leurs loueurs. Et la verticale de la location aussi, dans la mesure où il y a une mutation du métier, comme ce qui a été émis précédemment, et des parcs matériels très récents, et donc des taux de connectivité constructeurs très importants. Vous avez démarré avec des gros terrassiers, pour faire assez simple, donc très vertical dans le métier des travaux publics. Aujourd'hui, est-ce que votre compétence
déborde ce seul segment. Exactement. Donc la construction était vraiment la verticale métier dans laquelle on est rentré. Et aujourd'hui, on travaille avec des groupes dans l'univers du waste, comme Suez, dans l'univers du nucléaire, comme Baylor en Angleterre. Là, on est en train de discuter dans l'univers de l'aéroportuaire. Toutes ces industries-là ont pour point commun d'administrer une flotte d'équipements pour assurer leur service au quotidien. Donc on ne cesse de s'élargir dans les verticales métiers que nous adressons. La finalité, c'est d'optimiser l'exploitation d'un bien de production, quel qu'il soit. Exactement. Donc dans la façon dont on décrit notre mission, on dit que Hibou est là pour aider les industriels à optimiser la productivité et l'efficience énergétique des flottes d'actifs en mobilité grâce à la donnée émise nativement par les actifs. J'imagine que, suivant les secteurs dans lesquels vous intervenez, les exigences sont plus ou moins marquées. Comment vous gérez et où vous mettez le curseur pour rester toujours pertinent et apporter une valeur ajoutée? Exactement. Donc, un de nos points centraux est la qualité de la donnée. Dans la mesure où nos clients prennent des décisions sur les données qu'on leur restitue, même définissent leur stratégie sur ces données. Quand on a démarré dans le métier, rentrer dans cette profondeur de données mise à disposition par les constructeurs représentait, nous, le challenge numéro 1, qui est notre expertise, la qualité de la donnée qu'on peut restituer aux clients. À savoir que certains de nos clients vont être très attentifs à un point de données en particulier. Prenons par exemple le taux de ralenti. D'autres clients vont avoir un point d'attention extrêmement fort sur les codes horaires des machines. Et au fur et à mesure, grâce à l'exigence de tous les clients avec lesquels on travaille, on a acquis et construit cette expertise dans la collecte, le traitement, la restitution et la création de valeur ajoutée sur les données traitées. En avançant, puisque vous existez depuis 2017, vous mettez doigt sur un point fondamental. Auparavant, ce qui avait la valeur en termes d'actifs, c'était le matériel. Est-ce que pour vous, la valeur aujourd'hui de l'actif, c'est la donnée qu'il produit? Alors aujourd'hui, nous on s'amuse à dire que un client qui achète une machine, il a deux clés. La clé physique pour démarrer la machine et la clé API pour avoir accès aux données des machines. Et donc on incite nos clients, quand ils achètent une machine, qu'ils demandent bien les deux clés pour avoir cette information. Et on s'en rend vraiment compte. On parle maintenant de construction tech. On ne cesse de parler de transformation digitale dans l'univers de la construction. On ne cesse de parler de mesure des émissions CO2. La mesure des émissions de CO2 fait partie, c'est une locomotive importante quand nos clients viennent à nous et souscrivent à nos services. Et quand on a commencé par ces exploitants, les exploitants, ils veulent mesurer les consommations de carburant et les émissions de CO2 du parc détenu, et de plus en plus, ces mêmes données en provenance de leur parc matériel partenaire et parc matériel loué. Et du coup, on s'est retrouvé plutôt dans une position très confortable, un peu challenge, mais très confortable pour tout le monde, qui est de faire ce lien entre les exploitants et les loueurs au travers de la donnée. Et pas que sur le marché français, vous vous projetez également maintenant à l'international. Quelle est la touche française d'Hibou à l'international? Alors, ce qui est vraiment fantastique pour nous, c'est, prenons un exemple d'un camion Renault Trucks, commercialisé en Argentine, au Maroc ou au Japon, c'est exactement la même typologie de données qui sort. Pareil pour les autres marques. Et donc, à partir du moment où on a construit notre métier en France, il est tout à fait duplicable, on appelle scalable, dans d'autres régions du monde. Et aujourd'hui, on travaille avec le leader en Côte d'Ivoire, PFO Africa. On a nos premiers clients en production aux États-Unis. On sera au Chili dans 2 semaines pour voir 2 grands miniers. Et on discute avec un très grand loueur japonais. Et donc, on a cette possibilité, ça devient une problématique de
de traduction, mais le métier reste extrêmement commun et adaptable à différentes régions du monde. Vous avez quand même les ressources pour discuter avec les loueurs français. On a vu que dans la démarche, c'était encore un petit peu balbutiant. Et est-ce que vous pouvez commenter un petit peu l'évolution du métier de la location par rapport à votre prestation et peut-être partager une actualité récente chez Hibou? Absolument. Donc, ce qu'on voit de commun au travers de tous les loueurs avec lesquels on travaille, c'est cette première dimension de venir travailler sur le niveau de facturation, optimiser et surtout, pour le dire très simplement, venir identifier les surutilisations. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures qui est autorisé ou qui est attribué contractuellement au client, c'est de venir identifier ce qui dépasse et d'avoir la capacité de pouvoir avoir un outil de dialogue avec le client final. La deuxième chose, ça va être le pilotage interne. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de mesure des taux de rotation. Ça peut être le taux de rotation d'un parc, le taux de rotation d'une agence, le taux de rotation au sein d'une région ou même vis-à-vis d'un client. Donc c'est d'avoir toutes ces données pour pouvoir comprendre les statistiques qui ont été mentionnées tout à l'heure et avec une temporalité beaucoup plus précise. Et ensuite, il y a une toute autre dimension qui est une dimension externe. Tous les loueurs avec lesquels nous travaillons insistent beaucoup sur l'amélioration du service qu'ils veulent apporter à leurs clients. Ils ne se démarquent plus seulement par la qualité de la machine, mais beaucoup au travers du service. Et la dimension du digital en fait partie dans la mise à disposition de ces données auprès de clients finaux. Est-ce que le caractère très niche de ces marchés, ce côté intégration très très verticale pour avoir la pertinence et donc l'expertise métier, vous préserve de la concurrence des grands du secteur qui pour l'instant ne s'intéressent pas, n'ont pas dans leur radar ce domaine d'activité? Alors c'est pour ça que je pense qu'on parle beaucoup de transformation, elle n'est pas encore faite, elle est en cours. Effectivement, en fonction de la taille des sociétés, il y a des velléités plus ou moins fortes à aller vers ce digital. Parfois ça fait un petit peu peur, alors que la réalité c'est que utiliser les données des équipements, c'est plutôt quelque chose de très simple et de beaucoup plus accessible, que ce soit techniquement ou financièrement, que ce dont on peut penser. Et toujours est-il que tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette richesse de la donnée. Beaucoup se posent encore la question, mais en ai-je vraiment besoin? M'apportera-t-elle vraiment de la valeur? Ai-je vraiment les compétences en interne pour exploiter ces données? Et nous, notre mission d'accompagnement est d'apporter beaucoup de pédagogie, comme il a été mentionné tout à l'heure, pour expliciter la facilité d'accès à cette valeur clé, notamment dans la location. D'accord. Est-ce que selon vous, 2023 marquera une accélération dans la sollicitation de loueurs de toute taille et sur toute catégorie d'activité pour vous? Toujours est-il que si on suit la tendance des 2 années qui viennent de passer et le nombre de clients qui souscrivent à nos services, oui, on peut tout à fait imaginer une accélération forte en 2023. Là, très récemment, donc on vient de démarrer avec trois clients, Bremat, Aprolis, OrexTP, et le nombre de signatures dans l'univers de la location ne cesse de s'accélérer. D'accord, dont Aprolis qui était effectivement à la table sur un parc tel que l'a présenté Benjamin, assez conséquent et international, multimétier. Donc pour vous, c'est un petit peu l'expertise de Hibou qui permet là d'être valorisée? Absolument. Donc nous, la dimension internationale, aujourd'hui, même si on a la majorité de nos clients, enfin plus de 50% de nos clients qui ont leur siège sur le territoire français, on a pour autant plus de 50% de notre parc matériel qui est en dehors du territoire français. Donc la notion d'internationalisation chez nous est vraiment native. Le challenge ici pour des comptes qui ont un parc très international n'est pas du tout ce côté international, mais plus la collaboration forte avec les constructeurs pour bien réussir à pouvoir collecter et exploiter toutes les données émises par les machines. Et là, vous êtes en phase d'accompagnement de vos clients français à l'international, mais vous prendrez nécessairement pied sur d'autres marchés
Exactement. Donc là, on a une stratégie très établie qui démarre notamment en Grande-Bretagne, qui a une proportion de location supérieure à la France, qui nous intéresse énormément, puisque l'univers de location, comme on le disait, résonne avec un parc matériel particulièrement récent, et donc particulièrement connecté, et donc particulièrement de valeur métier à pouvoir créer. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Thibaut. On va passer maintenant à la séquence des questions des internautes. Mathieu fait son retour. C'est tout de suite. Mathieu, rapidement, on est un petit peu en retard. Quelles questions pour nos invités ce matin ? Alors, en premier lieu, est-ce que la maintenance préventive est déjà en pratique chez vous ? Philippe. Depuis longtemps, et heureusement. La préparation prime l'action, dirons-nous. Voilà, c'est pas... Il faut faire cette préparation, parce que le taux de panne doit être le plus réduit sur le chantier. Il faut anticiper les choses, et ça fait partie de la maintenance. N'oubliez pas que le matériel nous appartient quand même, et on entretient son patrimoine comme on le fait pour sa maison et pour sa voiture. Vous aviez anticipé les difficultés de livraison. Qu'est-ce que vous avez mené comme action concrète ? Pour les difficultés de livraison, écoutez, on a commandé pour 2 années et demie de livraison en avril 2021. Par la veille marché, on avait compris qu'il y aurait eu des tensions. Vous aviez renforcé aussi le programme de maintenance préventive. On entretient plus encore notre budget prévention de la panne, entretien. Espacement même entre les vidanges a été réduit, puisque si vous avez un parc qui semblerait vieillir, puisqu'on a des problèmes de visibilité sur nos livraisons, vous vous entretenez encore plus et vos budgets s'augmentent. Dans la manutention industrielle, c'est de tout temps. Oui, ça fait bien longtemps qu'on fait de la maintenance préventive, et le challenge aujourd'hui, c'est la révolution, j'ai envie de vous dire, c'est la connectivité des machines. Nous, on se lance dans des tests avant un déploiement massif, mais moi je vois bien le parc total connecté assez rapidement si on arrive à bien exploiter la donnée qui nous remonte, parce que notre métier, c'est de gérer les tournées des techniciens tous les jours, et de temps en temps on y va alors qu'on n'a pas besoin d'y aller. Donc c'est vrai que le challenge est là et c'est passionnant, et j'ai hâte de voir ce qu'on va déployer ensemble avec la société Hibou cette année. Oui. Chez Locus, on est encore un petit peu dans l'empirisme, ou on est quand même... Tous nos machines au nord des petites sont équipées. Oui. Pour l'instant, l'objectif, c'est surtout géolocalisation et logistique. On commence à rentrer dans la donnée entretien. Mais pour l'instant, le sujet, c'est surtout optimiser la logistique. Et puis de surveiller les machines. Les utilisations du week-end, les indélicatesses. Les indélicatesses. Mathieu, une autre question pour nos invités. Les intempéries. Dans ce contexte, est-ce que l'achat de matériel de seconde main, le rétrofit, est envisagé, et que deviennent vos matériels réformés ? Alors, visiblement pas chez Veloc. Non. On passe. Philippe ? Les matériels réformés, on n'en a pas, puisqu'on revend des machines d'occasion principalement à des négociants. On vient d'en vendre 270 il y a 15 jours. Maintenant, l'utilisation d'une machine seconde main sur nos parcs, moi, je l'envisage pas. Il faut des machines, on est toujours sur les mêmes sujets, ultra performantes, avec la dernière technologie. Donc, on ne peut utiliser que des machines neuves et les renouveler souvent. Puis ça va à l'encontre de nos engagements RSE. En plus, accessoirement. Donc, déjà, c'était pas forcément la politique de la maison. Mais en plus aujourd'hui, c'est vraiment pas un sujet. Donc c'est exclu. Benjamin. Alors chez nous, l'occasion est une part importante, surtout dans une période où la supply du neuf est complètement perturbée. Donc nous, on a plutôt vu ça comme une opportunité, et donc on s'est organisé pour préparer des machines. C'est une petite variable d'ajustement dans la conjoncture actuelle. Tout à fait. Mais ça permet d'offrir à un client, à condition que vos machines soient prêtes, d'avoir un loyer complètement plus bas. Et une prestation de service qui se rapproche. Qui reste une prestation de service premium.
reste. D'accord. Je rejoins un petit peu le propos. Alors nous, évidemment, dans notre politique d'investissement, on n'investit pas dans du matériel de seconde main. Par contre, ça nous a quand même sauvés dans les difficultés qu'on a rencontrées en termes de délai. On a pu garder, nous, comme nos matériels sont quand même déjà récents quand on les change, on a pu parfois servir des clients en gardant l'occasion tout en recevant le neuf et pour donner une souplesse et pour répondre aux problématiques de délai. C'était vraiment très temporaire. Mathieu, encore 2 questions. Alors, question un peu subtile ou étrange. Est-ce que vous avez des matériels chinois et est-ce que ces matériels sont compatibles avec des objectifs écologiques ? Ipsos. Alors des matériels qui sont fabriqués en Chine, on en a. Oui. Aujourd'hui, on travaille avec Mitsubishi, le groupe Mitsubishi, qui est un grand fabricant mondial, qui a des usines en Chine. Mais qui est Donc, ce sont des usines japonaises et qui fabriquent en Chine et qui répondent parfaitement aux normes demandées par le marché. Jessica, du matériel. Oui, alors nous, on travaille quand même principalement avec des constructeurs quand même qui sont européens et certains même français. Maintenant, après, on a des constructeurs qui peuvent être européens et avoir une usine en Chine aussi. Donc, je dirais que oui, on en a fatalement. C'est quand même pas le gros de nos gammes. Hein. Mais je vous rejoins que en termes techniques, il n'y a pas de problématique majeure en termes techniques. Elle répond aux normes. Philippe, des constructeurs majoritairement français. Développement du réseau court et protection quand même de notre microcosme et marché économique. Nous, on privilégie les marques fabriquées en France ou sur le marché européen. On est avant tout européen. Maintenant, quand il n'y a pas de fabrication française, évidemment, on fait du sourcing ailleurs, dans d'autres pays. Antoine ? On a pas mal de Japonais, parce que dans ce métier, Oui, nous aussi, il y a quand même pas mal de Japonais. Sur les Chinois, on n'a pas de démarche particulière. Un a priori. Enfin, on est toujours un peu pour la proximité, c'est quand même notre métier essence, donc on tourne dans des cercles. Et le chinois, c'est le cercle le plus loin. Clément, une petite question pour vous. Rassurez-moi, vous tirez aussi de la donnée de matériel chinois ? Oui, tout à fait, absolument. On traite des données de constructeurs de biens d'équipement qui viennent du monde entier. Et sans difficulté particulière ? Alors, tous les constructeurs ont tous des maturités face à la donnée qui peuvent être différentes, mais à partir du moment où un constructeur est en capacité de mettre à disposition des données auprès de ses clients, alors nous les traitons d'une façon identique. Merci. Mathieu, la dernière question ? Oui, à propos de la télématique, est-ce qu'elle peut contribuer justement à la tenue de ces objectifs RSE ? Alors, on va faire un tour de table. Clément. Alors oui, absolument. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, l'efficience énergétique est un des moteurs forts de la croissance de Hibou. Beaucoup de nos clients font appel à nous pour mesurer l'empreinte carbone, donc les émissions CO2 émises par le parc. Donc c'est un vaste sujet. Nos clients souhaitent avoir de la compréhension, quelle est la catégorie matérielle qui va émettre le plus ou émettre le moins, quel est le site de production ou le chantier qui va émettre le plus ou le moins, de comprendre les évolutions dans le temps, notamment pour avoir cette capacité d'identifier où va être une émission maîtrisée et où sont les zones ou les catégories où il y a des émissions de CO2 qui sont non maîtrisées. Et à partir du moment où ces zones de non-maîtrise sont identifiées, ça va permettre à nos clients de pouvoir agir. Parce que ce qu'on comprend fortement de la part de nos clients qui gèrent des parcs matériels qui sont parfois extrêmement importants, c'est par quel bout prendre le chemin. Et donc ces données émises par les équipements peuvent vraiment donner un cap à nos clients pour savoir où et comment agir. Un commentaire, Antoine ? Nous avons mesuré notre empreinte carbone, donc on l'a fait avec une société extérieure. On a commencé à créer une base de données, enfin on a même plus que commencé. On a embauché un data scientist et on l'a accompagné là-dessus. Donc on a mis en place les trucs. Maintenant j'ai tellement d'informations qu'il faut que j'apprenne à les synthétiser et les utiliser efficacement. Parce que faire du greenwashing, ça, pas très compliqué. Mais après, arriver à utiliser clairement toutes ces infos,
ça va pas être facile. Et puis, je repense ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à moi, il y a le bon sens. Et qu'aujourd'hui, le bon sens pour réduire l'empreinte de notre parc, c'est d'avoir le parc le plus récent possible. Et on a fait pas mal d'études pour arriver à cette conclusion. Bon, après, ceci là, je suis un peu. C'est que c'est quand même passionnant, mais il faut un peu de learning, un peu d'apprentissage pour aller à l'essentiel. Mais après, quand je vois les informations qu'on peut nous sortir, c'est chez chaque client, c'est monstrueux. Donc il faut se concentrer. Oui, il faut y aller petit à petit, il faut modestement, avec humilité et avec le souci permanent d'un côté d'avoir des actions concrètes, c'est-à-dire d'agir sur ce sur quoi je peux agir, et de l'autre côté de faire au mieux pour nos clients, nos collaborateurs. Et puis surtout que toute cette donnée que l'on donne ne serve pas à faire à la place de nos collaborateurs. Nous, ce qui va être très important chez nous, et c'est pareil chez toutes les entreprises régionales, la décision d'exploitation, elle est en agence. Au centre. Donc il faut donner des outils, pas des outils qui prennent la décision, des outils simples qui donnent une aide à la décision. Et après des outils de contrôle. Mais voilà, mais c'est passionnant, on est sur ce sujet-là. Les fondamentaux du métier, de la location. Oui, c'est que tout le reste de Et notre toujours, service, c'est fondamental. oui, autour du parc, de sa qualité Voilà. et de son jeune âge. Ouais. On est en retard, je vous prie de m'excuser. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine réunion de Chantier de France.